Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour une autre édition de l'Africa Newsroom. Alors que le Cameroun va vivre un tournant démocratique le 12 octobre 2025, une question cruciale s'impose. Quelle est la véritable place des femmes dans notre paysage social et politique? Bien qu'elles représentent plus de 50% de la population camerounaise, les femmes demeurent plus en plus médiocrité. Tout de suite, nous mettons en lumière cette femme qui s'engage au quotidien, qui influence les politiques publiques et qui œuvre au quotidien pour une société plus équitable. Pour défendre ces thèmes, mesdames et messieurs, nous sommes accompagnés du professeur Nkoyok, qui est conseiller régional de la région du littoral. Professeur, bienvenue sur Africa 24. Merci pour m'avoir associé à cet important débat. Bonne soirée à mes copanélistes. J'espère qu'on pourra apporter quelque chose de plus à l'opinion. Nous avons le docteur Simon Marcel, représentante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Docteur Simon, bienvenue sur Africa 24 et merci d'avoir honoré à notre invitation. C'est un plaisir, assurez-vous, d'être sur votre plateau et surtout dans une telle période de débattre d'une thématique aussi importante. Donc rassurez-vous, c'est un véritable plaisir que je sois là. Et permettez-moi de dire magnifique bonjour, ou du moins bonsoir, aux dames qui nous accompagnent sur ce plateau. Et on espère, comme l'a dit le professeur, qu'on donnera de notre mieux pour édifier, n'est-ce pas, la gente féminine. Et à ma droite, nous avons Madame Balkissou Assirou, qui est militante de l'UNDP. Madame Balkissou, bienvenue sur Africa 24. Merci. Bonsoir à toutes. Merci Madame Balkissou. Avant d'attaquer notre thématique, je vous propose un reportage signé par la rédaction d'Africa 24. Osoko, Akiba, Mama Chantal Biya, c'est sous ce slogan que s'est ouverte le 10 août 2025 à Garoua-Boulaye une campagne médicale d'envergure au bénéfice des populations de la région de l'Est. Pendant 5 jours, 100 000 personnes auront accès à des soins de santé gratuits grâce à un dispositif déployé sur 38 sites couvrant les 33 arrondissements de la région. Consultation générale, soins gynécologiques, interventions chirurgicales, ophtalmologie et bucco-dentaire sont assurés par plus de 1500 médecins et personnels de santé bénévoles, mobilisés pour atteindre même les zones les plus reculées. Chers amis, autorités traditionnelles, je voudrais, du haut de cette tribune, inviter ardemment les populations de l'Est à se mobiliser massivement dans l'ordre de la discipline, le respect, afin de bénéficier pleinement de ces soins gratuits mis à leur disposition. J'exhorte donc chaque habitant, chaque famille vulnérable à ne pas hésiter à se présenter au centre de santé le plus proche de son lieu de résidence et que cette campagne est la vôtre. Elle a été conçue pour vous et avec vous. Cette initiative, portée par le ministre de la Fonction publique, Joseph Ly, rend hommage à l'engagement humanitaire de la première dame, Chantal Biya, marraine du projet. Elle s'inscrit dans une volonté plus large de réduire les inégalités d'accès aux soins et de promouvoir la santé comme droit fondamental. Le ministre a salué un élan de solidarité nationale en phase avec les priorités du gouvernement en matière de santé publique et de justice sociale. C'est elle, notre marraine, Madame Chantal Biya, qui envoie ses soins à ses compatriotes de la région de l'Est. Vous connaissez le lien étroit qui existe entre elle et nous, prolongeant ainsi de façon judicieuse la politique sociale de son illustre époux, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Au programme de cette opération, 30 000 consultations générales, 5 000 examens gynécologiques, 1 000 interventions chirurgicales, mais aussi des actions de sensibilisation aux maladies évitables et de dépistage de la malnutrition. Cette campagne s'inscrit dans la continuité de la couverture santé universelle lancée dans la région en 2023 et vient renforcer l'offre de soins, notamment grâce aux infrastructures comme l'hôpital régional annexe du Garoua-Boulaye.
Au-delà des chiffres, elle véhicule un message fort. Garantir une santé accessible à tous est un levier essentiel pour un développement durable, même dans les territoires les plus isolés. Mesdames, Messieurs, comme l'indique ce JT, la première dame, Madame Chantal Biya, reste depuis des années dévouée au quotidien et au bien-être de la femme. Ensemble, analysons les progrès réalisés par l'État et le défi à relever. Les femmes occupent environ 33% des sièges à l'Assemblée nationale et 26% au Sénat. Quelles stratégies concrètes peuvent l'être atteindre en réelle parité dans les institutions politiques au Cameroun, Dr Simon Marcel? Vous l'aviez souligné, il y a, j'ai envie de dire, un déséquilibre parfait, c'est-à-dire qui est perceptible par tous. Mais vous l'avez si bien dit, 23% au Parlement et 33% au Sénat et 33% de l'autre côté, ça montre quand même qu'il y a une volonté politique qui est mise sur pied pour amener les femmes à s'exprimer ou du moins à mieux se mouvoir sur la scène politique. Mais j'aurais envie qu'on aille un peu plus loin pour voir l'évolution qui a été faite. Vous vous souvenez, en 2013, au niveau du Parlement, les femmes occupaient de manière générale 23%. Aujourd'hui, en 2023, elles sont quand même passées à 33%. Cela montre quand même qu'il y a eu une augmentation, bien que d'aucuns diront insignifiante, mais qui est perceptible et acceptable. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Il y a une volonté politique, comme je l'ai dit, qui est mise sur pied. Le chef de l'État a mis un ensemble de programmes sur pied. D'ailleurs, je ne vais pas vous rappeler que tout un ministère est dédié à la femme parce qu'elle a un rôle important au sein de la société et encore plus sur le plan politique. Donc, du coup, on a toujours, n'est-ce pas, exhorter les femmes. D'ailleurs, le chef de l'État, même dans ses discours, a toujours demandé aux femmes, je vais réutiliser son expression, d'oser, c'est-à-dire de ne plus se réduire à la cuisine ou à faire bébé, comme on le pensait avant, mais également à entrer dans la sphère politique, à ne plus croire que la politique n'est qu'une affaire masculine, non, à s'imposer. Et progressivement, lorsqu'on regarde notre champ politique, on se rend compte que petit à petit, ce n'est pas encore comme on le veut, mais petit à petit, les femmes se lèvent, petit à petit, les femmes essaient de montrer leur savoir-faire. Et on peut avoir, on peut compter aujourd'hui des femmes politiques qui portent des partis politiques, on en a, des femmes politiques qui sont présidentes de section, on en a, des femmes politiques, pardon, qui mènent la barque. On en trouve aujourd'hui au Cameroun et j'ai envie simplement de dire que c'est l'œuvre du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Merci, docteur Simo. Madame Balkissou Assirou, partagez-vous l'avis du docteur Simo qui affirme qu'au cours des dernières années, le président Paul Biya, accompagné de la première dame, Madame Chantal Biya, a beaucoup milité pour promouvoir la femme camerounaise? Je vous remercie. Pour ma part, ce que je peux vous dire, c'est que il est vrai que les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on n'en était pas là. On n'en était pas là parce que la femme, elle n'osait pas, elle n'était pas encouragée, elle ne se sentait pas capable d'arriver à certaines choses. Mais il faut dire la vérité, les femmes elles-mêmes ont décidé de changer les choses. Et moi, je pense plutôt que c'est la femme elle-même, la femme camerounaise elle-même, qui, dans sa souffrance, a décidé de s'en sortir et d'évoluer. Puisque, vous savez, c'est la politique qui gère tout. C'est la politique qui gère le panier de la ménagère, c'est la politique qui gère votre santé, celle de vos enfants et autres. Alors, la femme a décidé que ça devrait changer et petit à petit, les choses sont en train de changer effectivement. Vous savez, les postes électifs dont vous parlez, bon, on ne va pas élire une femme tout simplement parce qu'elle est femme. Vous voyez, il y a aussi ça. On ne va pas juste chercher à tout prix à mettre 50% ou 30%. On aimerait que ce soit ça. Mais bon, elles font des efforts.
En ce qui concerne l'accès aux postes décisifs au Cameroun sur 31 ministères, des femmes dirigent 4 ministères stratégiques. La parité est-elle possible sans volonté politique, professeur Nkoyok? Bon, disons que le Cameroun est quand même un cas spécifique parce que la prise en compte des femmes est en progression et à tous les niveaux. Nous voyons par exemple qu'après la Journée internationale de la femme, chaque année au Cameroun, il y a un 8 mars qui permet à toutes les femmes de se sentir encadrées, entourées. À l'intérieur de notre parti, le RDPC, nous avons 3 organes, l'OFRDPC, l'OJRDPC et le RDPC. Et là-dedans, le plus important, c'est que les femmes peuvent militer dans le RDPC comme dans l'OFRDPC. Ça veut dire qu'une place spéciale est dédiée aux femmes, en plus de celle qui est occupée par les hommes. Le président de la République est donc conscient du rôle important que joue la femme en politique, en économie et même au niveau culturel. Donc, cette place, je peux dire, permet aux femmes de jouer le rôle qu'elles devraient jouer. Il y a quelques décennies, pour qu'une femme sorte du pays, on exigeait l'autorisation de son époux. Et depuis un certain temps, il n'y a plus besoin de cette autorisation. Professeur, vous parlez très bien du OFRDPC. Jusqu'à présent, simplement dans la zone du littoral, qu'est-ce que ce parti a concrètement fait pour valoriser la femme? Quels sont des projets qui ont été implémentés? Vous savez que le problème de la femme, comme je le disais tantôt, ce n'est pas simplement un problème camerounais. Mais, compte tenu des articulations et des résolutions prises au niveau international, il a été demandé que les femmes occupent au moins 30% dans chaque projet de développement. Cela est respecté. Consultez, par exemple, nos listes électorales dans la députation, dans les municipales et même dans les sénatoriales. Merci professeur. On va sûrement revenir dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames, Messieurs, nous touchons à la fin de cette première partie. Dans un instant, nous continuons. Bienvenue pour la deuxième partie de cette édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24, consacrée à l'engagement politique et social des femmes. Nous avons avec nous le professeur Nkoyok, le docteur Simon Marcel et Madame Balkissou Assirou, c'est bien ça. Merci de nous avoir rejoints. Selon l'INS, 65% des jeunes femmes disent se sentir exclues du processus politique. Comment peut-on mieux encourager l'engagement politique des jeunes filles et des femmes en milieu scolaire et universitaire? Professeur Nkoyok. Bon, je peux vous dire qu'aujourd'hui,
dans les universités d'État, et particulièrement à l'université de Douala, nous avons plus de filles que de garçons. Et lorsqu'on regarde les résultats, on voit beaucoup plus de femmes dans les premières positions, et nous pouvons donc dire que l'approche genre est vraiment en marche. Bon, vous avez demandé tout à l'heure les projets. Ce que je venais de dire n'est pas seulement le cas spécifique du Cameroun. Il est exigé aujourd'hui au Cameroun que dans chaque projet, il y ait une participation de femmes. Vous avez vu beaucoup de listes électorales qui ont été rejetées simplement parce que la liste n'a pas pris en compte le taux dédié aux femmes. Donc, nous voyons que dans le cas du Cameroun, et particulièrement dans le RDPC, tout est fait pour qu'une place prépondérante soit accordée aux femmes. Et vous l'avez dit tantôt, même dans le militantisme, on observe un engouement des femmes, parfois même plus que chez les hommes. Donc, nous avons déjà, au sein de notre parti, cette particularité qui donne une place prépondérante aux femmes, même comme il y a certains défis qui ne permettent pas souvent aux femmes d'occuper la place qui est la leur. Par exemple, les problèmes économiques, parfois aussi les problèmes culturels. Vous savez que dans quelques régions du Cameroun, la femme appartient à son mari. Et c'est pour cela que de plus en plus, même en cas de divorce, les femmes évitent les tribunaux traditionnels. Parce que au niveau traditionnel, certaines tribus croient que la femme appartient à l'homme. Mais il est vrai, lorsque nous observons aujourd'hui, même la Bible a un peu influencé ce processus dans la mesure où, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, il y a deux versions. Dieu créa l'homme et la femme. Et puis, quelques secondes plus tard, il prit la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Donc, pour certains, ils se disent, si cette femme-là est la grâce à ma côte, donc c'est moi qui dois commander. Et même lors d'un mariage, vous voyez souvent, on attribue le poste de chef de famille à l'homme, sauf si la femme prouve que l'homme est incompétent dans ce domaine. Vous voyez, malgré tous ces petits défis, nous voyons quand même un effort qui est fait pour que la femme occupe la place qui est la leur. Professeur, en parlant d'efforts faits pour que la femme occupe la place qui est la leur, Dr Simon Marcel, dites-nous, le professeur Koyork vient de parler de l'OF-RDPC, mais quels sont ces projets qui ont déjà été implémentés pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir galvaniser la femme camerounaise et même uniquement dans la zone du littoral? On ne va pas simplement se limiter dans la zone du littoral. Lorsqu'on parle du RDPC de manière générale, elle a une configuration, une organisation et un mode de fonctionnement. Tout vous donner l'impression que dans le littoral, le RDPC a sa manière de fonctionner et dans le centre, c'est un autre mode de fonctionnement. Non, le RDPC de manière générale est une organisation, ou du moins une association extrêmement structuré. Moi, j'aime souvent le dire. C'est-à-dire, c'est structuré, c'est organisé. Et lorsqu'on parle de l'OF, c'est-à-dire la section des femmes, c'est qu'ils ont une mission très importante au sein du parti. Elles ont un rôle important à jouer au sein du parti. D'ailleurs, c'est l'organe même qui est souvent chargé. Vous allez vous rendre compte pour celles qui ont la chance, parce que j'ai envie de dire le privilège d'avoir des mamans qui sont au sein de l'OF-RDPC, c'est des mamans qui sont souvent
souvent assignés à des formations et vous diront, formation comment fabriquer des casquettes par exemple, des chapeaux pour asseoir une certaine autonomisation de la femme. C'est ce que nous voyons très régulièrement. Donc les femmes de ces associations, et je crois que certaines associations ont commencé, j'ai pas envie de dire cricher, mais parfois c'est bon de cricher quand c'est la bonne chose à faire. Donc au sein de ces organes-là, on apprend les femmes à avoir une certaine autonomie financière qui n'est pas à négliger. Parfois c'est à fabriquer du savon, c'est à fabriquer des bougies, c'est-à-dire des choses qui vont leur permettre, n'est-ce pas, de créer des activités génératrices de revenus. Et elles ont heureusement des plateformes qui leur permettent, n'est-ce pas, de présenter leurs différentes activités. Comme l'a dit le professeur tout à l'heure, pendant le 8 mars, elles ont le droit de défiler où elles présentent les différentes activités qu'elles ont pu réaliser au cours d'une période bien déterminée. Et après, certainement, ces activités ou alors ces articles sont vendus sur la place public. Donc, vous voyez que c'est des activités qui leur permettent, n'est-ce pas, de générer des revenus et essayent un peu d'asseoir une certaine autonomie de ces dernières-là. Maintenant, l'autre élément que je voudrais souligner, si vous me permettez, c'est que lorsqu'on parle du désir, c'est-à-dire aucune parité, genre ne peut se construire par le désir de la femme de vouloir changer. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit, il y a 20 ans, oui, les femmes n'avaient pas ce droit, aujourd'hui, elles ont un peu, c'est parce que les femmes ont décidé. Non, c'est parce que l'État du Cameroun a donné un espace propice à l'émancipation de la femme. Ça, on ne peut pas le nier. Il faudrait bien qu'on le dise. C'est-à-dire que l'on apprécie ce que fait le gouvernement ou pas, il faut le dire. C'est que l'État du Cameroun a donné des espaces propices à l'émancipation de la femme. Alors, du coup, la femme s'est rendue compte que non, il y a, même sur le plan culturel, ce que moi j'appelle régulièrement des freins à son épanouissement dont elle devrait se détacher. Et alors, voilà comment l'État crée un environnement, ou alors donne les moyens aux femmes de dire non, vous pouvez vous battre, vous pouvez vous lever, vous pouvez agir, croyez en vous, ceci à travers les programmes, ceci à travers, vous voyez un peu, on parlera de la Fondation Chantal Biya par exemple. Vous venez tout à l'heure de montrer d'autres actions menées par l'État. Donc, il y a beaucoup d'actions que l'État a mis sur pied pour asseoir une certaine, pour, j'ai envie de dire, réveiller la femme, amener la femme à se lever, de se réveiller de son sommeil et apprendre et à dire, elle peut, en plus d'être épouse, mère, elle peut également faire autre chose. C'est parce qu'un espace lui a été donné et simplement elle s'est mise à en profiter. Dans les zones en crise, les femmes sont à l'origine de plus de 70% des actions locales, médiation et cohésion sociale. Pourquoi ces rôles, Madame Balkissou, cruciaux, restent-ils peu valorisés dans les processus officiels de résolution de conflits? Je reviendrai encore une fois de plus sur cette volonté de la femme. Vous savez, c'est la femme. C'est vrai, on dit l'homme est le chef de la famille. Mais en réalité, quand vous regardez, c'est la femme qui est à l'origine de tout. C'est la femme qui, pour protéger sa progéniture, est prête à se lancer dans beaucoup de choses pour améliorer son quotidien, pour améliorer le quotidien de sa progéniture, de sa progéniture, sa famille, disons. C'est surtout la femme. Donc, quand vous posez la question de savoir comment on promeut, comment on peut promouvoir ces actions en zone de conflit, je pense que lorsque la femme est impliquée, forcément ça marche parce qu'il y va déjà de sa propre vie et de celle de sa progéniture. Nous avons vu la crise anglophone qui a séparé plusieurs familles et aussi a prompté un grand nombre de déplacements sur le territoire national. Comment pensez-vous que la femme pourrait combler ces failles-là? Comment pensez-vous que la femme pourrait combler ce trou-là, Docteur Simon? Non, j'ai envie de dire, il faut le savoir, la femme est l'essence même de la société. Moi, je le dis très souvent, sans la femme, il n'y a pas de société. Sans la femme, il n'y a pas
d'humanité. D'ailleurs, dans le jargon éducatif, on dit très souvent un homme qu'on enseigne ou alors un enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Mais une femme qu'on enseigne, c'est toute une société qu'on gagne. C'est pour te dire, ou alors du moins pour vous montrer le rôle fort de la femme dans la société et également dans la gestion des conflits. Elle a un rôle très très important. C'est la mère de l'humanité et puis de l'autre côté c'est son enfant, de l'autre côté c'est son mari, son époux. Mais au Cameroun, dans notre situation, comment réconcilier le peuple camerounais, c'est-à-dire notamment avec les conflits qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest? Oui. Comment est-ce que la femme peut jouer un rôle clé dans la réconciliation parmi des nombreuses solutions que l'État a déjà mis à notre disposition? Oui, j'ai envie déjà de dire qu'il faut déjà saluer ce que font les femmes de cette partie-là parce que depuis qu'elle a commencé, il faut l'avouer, elles font énormément. Nous les voyons régulièrement défiler avec des pancartes, trop c'est trop, on n'en veut plus, nos enfants sont en train de mourir, vraiment arrêtez, ça ne sert à rien et tout. Et elles se battent. Donc cette forme de sensibilisation, on ne peut pas la balayer, n'est-ce pas, du revers de la main. Il faut déjà l'apprécier. Maintenant, il faut également reconnaître, d'ailleurs vous l'aviez dit, l'effort ou alors le travail fait par l'État du Cameroun, où on a un chef de l'État qui tend régulièrement, toujours ou permanemment la main à ces enfants, comme il les appelle, qui se sont égarés, de revenir à des meilleurs sentiments et qu'ensemble on va pouvoir discuter. D'ailleurs, suite à cette crise-là, il y a eu beaucoup j'ai envie de dire quoi, d'éléments qui se sont créés, le DDA pour essayer de récupérer des enfants qui avaient décidé de porter des armes, qui ne devraient pas le faire, et puis essayer de voir comment les resocialiser. Donc, il y a ces actions qui sont menées qu'il faut déjà saluer, mais je crois qu'à côté de ça, maintenant, il faudrait que ça ne se limite pas simplement aux femmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que toutes les femmes, que toute l'humanité entière soit impliquée dans l'action. C'est-à-dire que les femmes politiques portent le projet pour accompagner à leur manière, comme le fait d'ailleurs le RDPC, ces mamans-là dans cette, j'ai envie de dire, dans cette période difficile de leur vie, parce que c'est des enfants qui partent au quotidien, parce que c'est des époux qui sont assassinés, parfois même c'est des femmes elles-mêmes qui perdent leur vie comme ça, donc que des femmes politiques de tous bords accompagnent ces mamans-là dans ce projet. Et même les acteurs, les journalistes que vous êtes, vous portez le message très haut. Et nous pensons que progressivement, avec la main tendue du chef de l'État, avec les actions du gouvernement et les femmes politiques que nous sommes, beaucoup de choses vont s'améliorer. Merci, Dr Simon. Nous allons revenir sur vos propos dans la troisième partie de cette émission, bien qu'il nous reste beaucoup à élaborer. Mesdames, Messieurs, nous marquons une pause. Retour sur ce plateau d'Africa Newsroom, nous sommes accompagnés du professeur Nkoyok, du docteur Simon Martial et de madame Balkissou Assirou. Et la question reste à savoir comment les femmes peuvent être mieux impliquées dans l'engagement social et politique du Cameroun. Tout à l'heure, le docteur Simon Martial a supposer que le RDPC a beaucoup implémenté et a beaucoup fait pour pouvoir réconcilier le peuple camerounais à travers la femme. Madame Balkissou Assirou, vous qui êtes de l'UNDP, est-ce que vous affirmez ces propos-là? Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, à l'UNDP, nous avons fait beaucoup d'efforts. Et nous avons beaucoup avancé en ce qui concerne l'implication des femmes dans les mouvements politiques. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Les frais de candidature à l'UNDP, les frais de candidature des femmes sont payés par le parti. Alors que vous savez très bien, pour toute élection confondue. Pour toute élection, alors que vous savez très bien que c'est un frein, c'est l'un des plus grands freins, l'implémentation de l'argent dans la candidature. C'est un frein pour la femme, un frein réel. Donc l'UNDP supporte les frais de candidature pour les femmes,
l'UNDP se rassure que les quotas sont respectés. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas mettre une dame dans la liste tout simplement parce qu'elle est dame. Mais dans la mesure du possible, cela est fait. En parlant de quotas, malgré l'adhésion à plusieurs conventions internationales, le Cameroun n'applique pas de quotas obligatoires sur la représentation féminine. Faut-il instaurer une loi sur les quotas de genre? Quels pourraient en être les impacts, professeur Nkoyok? Je pense que au niveau du ministère de la Femme et de la Famille, il y a tout un code qui oblige tous les partis politiques à une candidature de mieux intégrer les femmes quand c'est possible. Parce que quand c'est un seul candidat, une élection uninominale, on ne va pas faire un côté homme et un autre côté femme. Mais quand c'est une élection de liste, le quota dont j'ai parlé tout à l'heure est obligatoire. Ce n'est pas une faveur. Nous avons vu des listes être rejetées parce que ce quota n'a pas été respecté. Et maintenant, comme elle a dit tantôt, c'est un adage que tout le monde connaît au Cameroun. Former un homme, c'est former un individu. Mais former une femme, c'est former au moins toute une famille. Il y a les projets que vous connaissez, le projet filets sociaux qui donnent des ressources financières aux familles avec un rôle capital joué par les femmes. Donc, ce projet, chaque année, il est financé par la Banque mondiale et chaque année, les femmes au sein de leur famille bénéficient de cet apport pour améliorer les conditions de vie de leur famille. Et vous-même, vous avez également vu que durant la campagne qui va se terminer bientôt, il y avait beaucoup de dons offerts aux jeunes et aux femmes. Parce que tout le monde sait que aider les jeunes et les femmes, c'est pour aider le Cameroun à rester debout. Donc, toutes ces choses sont à l'intérieur du RDPC, des principes que nous avons. Parce que dans nos organes de base, nous formons beaucoup plus les femmes dans les petits métiers. Et nous savons que tant que les femmes disposent de ressources, elles mettent ces ressources pour le bien-être de la famille. Et nous savons tous que parmi les pays africains, le Cameroun est l'un des rares pays offrant une place importante aux femmes. Vous allez voir au niveau du ministère des Affaires sociales, vous allez voir au niveau même de l'éducation, vous allez voir au niveau de la santé des projets spécifiques dédiés aux femmes. Et le RDPC et le président de la République ne tiennent pas compte seulement des familles ou des femmes du RDPC. C'est pour l'ensemble des femmes du Cameroun. Elles sont 51%, mais la priorité est donnée à toutes ces femmes, quel que soit leur parti, parce que le président du RDPC est en même temps président de la République. Et tout cela
permet au Cameroun d'être parmi les pays. Il y a quand même le Rwanda qui fait aussi un effort à côté, même la parité au niveau des membres du gouvernement. Et je pense que tout le monde sait que le Cameroun est l'un des pays qui s'engage pour la parité des genres. Et je suis sûre que d'ici peu, nous allons atteindre cette parité des genres parce que, en réalité, il y a des principes qui sont des principes cardinaux au RDPC. Et comme c'est le parti majoritaire au Cameroun, tout cela va permettre la parité des genres à plusieurs niveaux. En juin 2025, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a conclu un accord clé avec le PAM visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'égalité des sexes et bien sûr l'autonomisation des femmes au Cameroun. Comment cet accord intègre-t-il les besoins cruciaux et spécifiques des femmes et des groupes vulnérables du Cameroun, Dr Simon Marcel? Vous savez, on s'est rendu compte de manière générale que l'un des freins à l'émancipation de la femme, c'est, j'ai envie de dire très trivialement, l'absence d'argent, la pauvreté. Alors du coup, l'État s'est engagé, n'est-ce pas, à accompagner les femmes dans des petits projets. On est à une société où on se plaint régulièrement du taux de croissance qui est le panier de la ménagère qui est extrêmement qui devient de plus en plus difficile, et puis vous convenez avec moi qu'on ne peut plus avoir des femmes qui sont simplement assises à la maison et espérant que monsieur revienne avec ce qu'il va revenir. Donc tout le monde, le couple s'organise pour voir dans quelle mesure on va, chacun de sa manière va rapporter quelque chose. C'est pourquoi dans le plan d'action du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, des actions sont menées ou alors des projets sont menés à l'honneur des femmes, c'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la coiffure, dans tous les secteurs d'activité de manière générale. Il ne faut pas les spécifier simplement à l'agriculture ou à l'élevage. Non, c'est pratiquement dans tous les secteurs où les femmes sont appelées, n'est-ce pas, à montrer leur expertise. Et si l'expertise est avérée, elles seront accompagnées dans des projets. Je me souviens un peu comme c'était hier avec le phénomène de l'IA. Vous vous souvenez avec la technologie, lorsque l'État a pris la chose en main et s'est rendu compte qu'il fallait que les femmes, n'est-ce pas, entrent dans les nouvelles technologies. Et puis le chef de l'État, dans sa magnanimité, j'ai envie de le dire, a commencé à organiser des projets de formation gratuite pour les femmes. Et puis on en connaît qui sont bénéficiaires aujourd'hui et qui, à partir de là, ont le petit secrétariat bureautique ou alors des petites actions qui leur permettent, n'est-ce pas, de nourrir, j'ai envie de dire, aisément leur famille. Donc ce qu'il faut relever ici, c'est que ce soit sur le plan de l'accompagnement dans les projets, que ce soit sur le plan de l'éducation, parce que j'ai bien envie d'insister là-dessus, on a sans pour autant les stigmatiser, hein, mais on a quand même des régions, ça nous le savons encore, où la femme était plus préparée à cuisiner et à appeler à se marier le lendemain. Et puis, il a fallu qu'une politique sociale soit mise sur pied par l'État du Cameroun pour dire non, les femmes doivent aller à l'école, les femmes doivent s'instruire, les femmes doivent apprendre également à lire et écrire et doivent avoir les mêmes niveaux d'éducation que les hommes. Donc voilà autant d'actions qui sont mises par l'État du Cameroun pour amener les femmes, n'est-ce pas, non seulement à s'épanouir davantage, mais à pouvoir pas désobéir aux hommes, ça il faut le dire, pas être insoumise vis-à-vis des hommes, non, parce que de quoi appeler l'école du blanc, non, mais qu'elle soit quand même capable, n'est-ce pas. Lorsqu'on parle même d'accompagner son époux, pour l'accompagner, il faut avoir un minimum de connaissances, non? Donc je crois que le chef de l'État a compris qu'il était important aux femmes d'aller à l'école, qu'il était important aux femmes d'avoir des activités génératrices de revenus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il les accompagne permanemment dans cette lancée-là.
Madame Balkissou, docteur Simon Marcel vient de nous faire comprendre qu'il y a certaines régions au Cameroun qui sont encore fortement touchées par l'éducation de la femme. La femme n'est pas suffisamment éduquée dans ces régions-là. Que pensez-vous que l'État pourrait faire pour tirer ces jeunes filles peut-être de leur maison pour qu'elles ne soient pas uniquement confiées aux tâches ménagères et à leur mari pour pouvoir entrer dans des écoles, pour pouvoir faire des études et rendre à la société? Oui, bon, tirer ces jeunes filles de leur maison, actuellement, elles veulent bien sortir de leur maison. Parce que ce n'est plus les jeunes filles comme on connaissait, vous voyez un peu. Donc, elles veulent bien sortir de leur maison, mais il y a le poids des traditions, la famille, tout ça, qui parfois, dans certaines familles, ce n'est pas trop ça. Mais elles veulent bien sortir de leur maison. Donc, je pense que l'État, dans ses fonctions régaliennes qui devrait normalement mettre à leur disposition des structures, vous voyez, adéquates pour qu'elles puissent aller, disons, à l'école. Il faut déjà qu'il y ait ces écoles-là pour qu'elles puissent y aller dans ces régions dont on parle. Vous voyez un peu? Pour toute jeune fille qui vous écoute, ce sont des propos très enrichissants et nous en reviendrons tout à l'heure dans la partie qui va suivre. Les femmes camerounaises s'imposent progressivement dans la sphère publique, mais quel est leur engagement, les réels poids à l'approche des élections présidentielles de 2025? Nous poursuivrons nos discussions sur les thématiques avec professeur Nkoyok, docteur Simon Marcel et madame Balkissou Assirou. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, écoutons un autre reportage que nous propose la rédaction d'Africa 24. Au Cameroun, selon le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, près de 56% des femmes camerounaises déclarent avoir été victimes de violences au cours de leur vie. Et parmi elles, moins de 15% osent porter plainte. Le manque d'informations sur leurs droits, la peur des représailles et la lenteur des procédures judiciaires expliquent ce silence. Pour répondre à cette urgence sociale, c'est dans l'enceinte de l'hôtel Franco que l'on retrouve désormais ce centre novateur entièrement dédié aux femmes victimes de violences. Un lieu de refuge ouvert 24 sur 24 et 7 jours sur 7 qui offre accueil, écoute, orientation et prise en charge immédiate. Un espace symbolique mais aussi pratique qui entend répondre à l'urgence. Violence physique, psychologique, sexuelle, autant de drames vécus en silence, souvent au sein même du foyer conjugal ou familial. Le silence tue. L'indifférence aussi. Nous avons pour coutume de dire, c'est notre culture, pour justifier l'absence de répression. Parce que silence, nous trahissons les valeurs d'humanité, de justice et de dignité qui doivent guider notre nation. Une initiative qui vient renforcer celle de d'autres structures communautaires qui, elles aussi, agissent déjà sur le terrain. Parmi elles, le centre Afiri, situé à Yaoundé, quartier Fouda, fondé par une militante engagée pour les droits des femmes. Ce centre offre un accompagnement complet aux survivantes, hébergement temporaire, soutien psychologique, orientation juridique, mais surtout un travail de fond sur la reconstruction identitaire et l'autonomisation économique. Il incarne cette dynamique de la société civique qui refuse la fatalité en offrant des solutions concrètes. Il faudrait impérativement qu'on ait des numéros que toutes les femmes et même les hommes, parce que les voisins doivent être capables de dénoncer. Parce que si vous ne venez pas au secours à votre voisine, ça veut dire que vous êtes complice et on aura toujours des cas de féminicide. Donc, honnêtement, si nous travaillons main dans la main avec la justice, avec les forces de l'ordre, avec les opérateurs téléphoniques et les ministères,
je vous assure, ça va changer. Face à l'urgence dédiée aux violences récurrentes, l'autonomisation économique a été identifiée comme une priorité urgente. Une femme qui peut subvenir seule à ses besoins est une femme qui peut rompre plus facilement avec un environnement toxique. Des organisations comme l'Association des femmes juristes du Cameroun, des ONG de promotion du leadership féminin, ainsi que des représentants du programme Rise Up Women ont insisté sur l'importance de créer des passerelles vers l'indépendance financière pour les survivantes. Mesdames, Messieurs, effectivement, à Yaoundé, le 23 mai 2025, la sénatrice et femme d'affaires Françoise Peneux, plus connue sous le nom de Mami Nyanga, a lancé un centre d'écoute et d'assistance aux victimes de violences faites aux femmes. Surtout en période de conflit, en plus de subir les conséquences directes des guerres, les femmes et les enfants sont exposés au risque des violences sexistes et sexuelles et à l'exploitation. Le viol est l'une des exaspérations majeures auxquelles les femmes et les enfants font face. Moins de 30% des victimes au Cameroun et 63% en Afrique ont accès à un soutien psychologique et juridique. Comment renforcer le système d'accompagnement des victimes de violences? Madame Balkissou Assirou. Vous avez dit Mami Nyanga. Elle a créé un centre d'écoute pour protéger les femmes. C'est intéressant. Mais moi, je mettrais l'accent sur l'éducation de ces femmes-là. Parce que derrière chaque coup de poing, il y a toute une histoire. C'est vrai qu'on voit le coup de poing et la catastrophe qui suit. C'est vrai. Et c'est très grave. Mais derrière chaque coup de poing, il y a toute une histoire que je ne suis pas en train de vouloir justifier, bien sûr. Mais ces femmes doivent aussi être éduquées. Et nous le faisons beaucoup à l'UNDP. Donc, on essaye de faire en sorte que la femme puisse gérer son foyer, gérer son budget, parce que derrière tous les coups de poing, il y a un peu de ça. Professeur Koyak, Madame Balkissou Assirou affirme que l'éducation est probablement une solution aux violences faites aux femmes. Partagez-vous cet avis? Vous savez que le gouvernement camerounais avait lancé en l'an 2000 l'éducation pour tous. Et je pense qu'aujourd'hui, ce programme a connu une amélioration du niveau d'éducation des femmes au Cameroun, ce qui fait que même l'alphabétisation n'a plus la place qu'elle occupait il y a quelques années. Au moins chacun peut écrire, même si ce n'est pas bien écrit, mais le niveau d'éducation a été amélioré. Et on dit, ce qui fait la différence entre les êtres humains, c'est leur niveau d'éducation. Bon. Nous avons également le problème de l'absence d'égalité entre les enfants hommes et les enfants filles. Mais le gouvernement également est intervenu pour permettre que les femmes comme les hommes puissent être des héritiers, tous. Il n'y a plus question de dire c'est les hommes seulement qui peuvent hériter, mais les femmes aussi peuvent hériter, même si elles sont mariées. Mais beaucoup de femmes ignorent ces principes de droit. Il faut qu'elles aient à côté d'elles des conseillers. Et je crois que le ministère de la Femme et de la Famille est
permet un encadrement des veuves dans ce sens. Parce qu'avant même, quand une femme perdait son mari, c'est les frères, les oncles, tout le monde qui venait. Mais aujourd'hui, la femme a une part reconnue officiellement et maintenant les enfants également ont leur part. Il est surtout question de procéder à la sensibilisation des femmes qui l'ignorent encore. Mais les femmes qui le savent, comme j'ai dit tantôt, s'il y a un problème entre époux, ils évitent d'aller au tribunal coutumier. Parce que le tribunal coutumier, c'est que la femme appartient à son mari. Mais le droit moderne... En parlant de famille, comment concilier la vie professionnelle, familiale et engagement politique sans que l'un n'entrave l'autre? Professeur Dr Simone Marcel. Non, c'est juste une organisation de vie, c'est un choix de vie. J'ai envie de dire, vous êtes une journaliste et puis certainement vous avez des enfants et un époux. Il faudrait simplement que vous essayez de faire la part des choses, c'est-à-dire la femme politique lorsqu'elle est dans la sphère politique et puis la mère des enfants et l'épouse lorsqu'elle est à la maison. C'est-à-dire, j'ai envie de croire que chez moi, mes enfants m'appellent docteur. Non, ils vont appeler maman, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est simplement une organisation bien établie et un respect des règles. C'est-à-dire, vous êtes une femme politique, c'est vrai, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne devrait pas, parce qu'on a demandé aux femmes d'aller à l'école, on leur a demandé d'avoir des diplômes, on leur a demandé de s'asseoir sur une table et échanger avec les hommes. Ça ne leur donne pas le droit d'adopter un comportement, entre guillemets, irresponsable. On est quand même des Africains, on a des valeurs propres à nous. Et nous savons, sur le plan africain, quelle est la place de l'homme, quelle est la place de la femme. Donc, une fois que vous aviez tous ces éléments-là, une fois que vous avez ces valeurs-là que vous respectez vis-à-vis des personnes qui vous entourent, j'ai envie de vous dire que votre époux, votre entourage vous accompagne librement dans ce que vous faites parce que il est conscient que ça ne crée pas ombrage à votre rôle à la maison. Il ne faudrait pas être une femme politique où les enfants meurent de faim à la maison, par exemple, une femme politique où l'époux, depuis 2 semaines, 3 semaines, n'a pas mangé, vous voyez qu'il y a problème. Donc, si vous êtes une épouse, une femme politique qui sait que non, comme j'ai les actions, je suis en pleine campagne, dès 8 heures, je vais sortir, alors je vais me priver de mon sommeil, me lever à 2 heures, faire ce que je vais faire à manger et puis sortir de ma maison. Vous voyez que j'aurais trouvé des stratégies et des moyens pour asseoir un équilibre, non seulement dans ma maison, mais aussi dans mon champ politique. Donc simplement, c'est une organisation de vie qu'il faudrait se faire. Et rassurez-vous, comme j'aime à le dire, peut-être parce que j'y vis, le RDPC a tous les moyens, de par leur formation, de par leur manière de s'organiser, d'inculquer un ensemble de valeurs propres aux femmes. Moi, j'ai entendu ma sœur parler ou alors vouloir sous-estimer ce qu'a fait Madame la sénatrice. Mais je veux dire quelque chose. On a vécu ces dernières années des taux de féminicide extrêmement élevés. Donc très rapidement, c'est une réponse favorable aux nombreux cas de violence que l'on observe dans les couples aujourd'hui. On a peut-être les cas où directement, une fois qu'on les écoute, elles sont décédées. Mais j'ai envie de vous dire que si vous faites une enquête dans 100 ménages, ne soyez pas surpris de vous rendre compte qu'au moins 70, pour ne pas dire 80 ménages, les femmes ne sont pas heureuses. Donc on leur a déjà donné un espace de communication. Et vous savez comment la communication, l'expression est le premier médicament que vous pouviez prendre lorsque vous êtes malade. Déjà parler, vous exprimer et en le faisant, naturellement, vous auriez des solutions durables. L'engagement politique et social des femmes au Cameroun ne date pas d'hier, mesdames, messieurs. Mais aujourd'hui, il est temps de passer de la reconnaissance à l'action et de l'exception à la norme. C'est la fin de cette édition de Anna Newsroom. Nous disons merci au professeur Koyak d'avoir honoré notre invitation. Merci à Dr Simon Marcel et merci à Madame Balkissou Assirou d'être avec nous sur Africa 24 et d'avoir instruit des jeunes femmes, des jeunes filles qui nous regardent en ce moment. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.